Salut les petits potes. Tchuss. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, très grosse vidéo. Je suis tombé sur un rapport extrêmement complet et très détaillé du CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Voilà, alors ils ont fait un super PowerPoint en 50 diapos, 54 diapositives et pour mon plus grand plaisir, je me suis tapé toutes les diapositives pour voir un petit peu ce qui s'y racontait. Et j'ai essayé de vous synthétiser tout ça, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager voilà, ce rapport. Alors ce rapport qui est l'Observatoire de la vidéo de la demande, voilà, qui a été publié le 27 janvier 2023. Je gardais ça un petit peu sous le coude, parce que bon, il fallait le temps que je lise tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dedans, et je comprenne bien tout, parce qu'en plus, des fois, il y a du vocabulaire un petit peu technique. C'était pas très intuitif. Mais on va dire que voilà, je me suis tapé les 54 diapos et j'ai essayé de vous synthétiser tout ça de la meilleure des manières possibles. Donc j'espère que ça va vous plaire. Nous allons parler de la VOD en France en 2022 et aussi en comparaison des années précédentes. Accrochez-vous, jingle. Alors, bien entendu, tout ce que je vais vous dire là, c'est une synthèse voilà, de ce que moi j'ai lu. Je vous mettrai bien évidemment le rapport complet, très détaillé, en description de cette vidéo, là, voilà, dans les commentaires. Vous savez, là, le lieu où vous pouvez mettre un pouce bleu et mettre des commentaires pour dire si vous avez aimé ou pas cette vidéo, ou si par exemple j'ai dit des conneries, ça arrive tout à fait, voilà. Je le mettrai en lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, j'aimerais déjà commencer par une petite introduction, la définition rapide du CNC. Qu'est-ce que c'est que le CNC et quelles sont ses missions? Depuis 2009, le CNC a 6 missions principales qui lui sont assignées. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a réglementation du cinéma, soutien à l'économie du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia, deuxième point. Troisième point, promotion du cinéma et de l'audiovisuel. Quatrième point, protection et diffusion du patrimoine cinématographique. Cinquième point, action européenne et internationale. Sixième point, commission de classification. On va pas rentrer non plus dans les détails, puisque dans chacun de ces points-là, on pourrait faire 6 vidéos, une vidéo par point. Donc non, on va pas rentrer dans ces détails-là, ça m'intéresse pas. Mais au moins maintenant, vous savez un peu plus à quoi sert le CNC. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller vous rendre sur leur site internet, que je mettrai bien évidemment aussi en description de cette vidéo. Tout sera dans la description, c'est pas compliqué, hein, je vais tout mettre en description. Alors, on va commencer aussi par quelques définitions. VOD, c'est un acronyme anglais qui veut dire vidéo on demand. Traduction en mode Google Traduction en français, ça donne la VAD, c'est la vidéo à la demande, bien évidemment. Dans ce rapport, on parle aussi de la VADA, c'est la vidéo à la demande par abonnement, parce que toutes les distinctions sont faites, il y a tellement de sous-catégories comme ça que bon, il faut tout distinguer et c'est ce qu'ils font. Ensuite, nous avons la TVOD qui est la télévision à la demande et ensuite nous avons l'EST, EST, ça se prononce comme ça. Alors c'est aussi un acronyme anglais, j'ai pas noté le terme parce que en fait c'est vraiment du pur anglicisme. Mais par contre, j'ai la traduction, je pense à vous quand même. C'est la VOD à l'achat unitaire et définitif. Exemple, vous allez sur Prime Video. Vous avez une boutique où vous pouvez acheter des films à 11,99€ la plupart du temps en moyenne, voilà. Bah voilà, c'est ça en fait, vous achetez un film qui sera définitivement dans votre collection, vous pouvez regarder à n'importe quel moment, du moment que vous avez internet, voilà. Vous n'avez plus internet, il n'y a plus de collection possible. L'étude est datée du 27 janvier 2023 et cette étude est un état des lieux complet sur le marché vidéo à l'acte et à l'abonnement physique et dématérialisé. J'ai repris un petit peu les termes exacts parce que c'était très précis et en une phrase... On sait exactement de quoi ça parle. Premier chiffre. Il faut savoir que le chiffre d'affaires de la vidéo à la demande explose depuis plus de 10 ans. Ça a été multiplié par 60, alors que celui de la vidéo physique s'effondre. Donc tout ce qui est support physique, DVD, Blu-ray, etc. Et quand je dis s'effondre, c'est moins 74,7%. Donc c'est quand même assez ouf ces chiffres. Alors, sachant qu'en plus, la vidéo à la demande est quand même beaucoup moins qualitative qu'un support physique. Donc c'est quand même assez surprenant. Un film en Blu-ray sera toujours de meilleure qualité qu'un même film que vous verrez en vidéo à la demande de Netflix, Prime Video, peu importe iTunes Store par exemple, Apple TV+, enfin voilà, peu importe ce que vous regardez. Que la TVOD est toujours au-dessus des ventes en physique malgré une faible croissance. On consomme toujours autant de contenu, consommer du contenu depuis sa télévision est toujours supérieur au support physique malgré une faible croissance. C'est-à-dire que ça progresse petit à petit, mais pas plus que ça a l'air même un petit peu de stagner. Et la VADA, la vidéo à la demande par abonnement, est toujours en forte croissance depuis 5 ans. Alors ça, c'est complètement ouf. Même si depuis 2021, ça commence un petit peu à s'essouffler.
On a eu plus 13% en 2022 contre 51% en 2020 au niveau de la croissance. Donc ça continue de croître, mais plus aussi vite qu'avant. On ralentit un petit peu, on lève un petit peu le pied là. On a aussi le marché de la vidéo à l'acte, pour reprendre un petit peu les termes de l'analyse. Donc ça concerne la vidéo physique, la location, la location de vidéo à la demande. Puisque ça aussi, il y a la location de vidéo à la demande. Il y a trop de diminutifs. C'est assez compliqué. Est, donc comme on a dit tout à l'heure, c'était la VOD à l'achat unitaire et définitif, continue de s'effondrer depuis 2013 en termes de chiffre d'affaires. On est passé depuis 2013 d'un chiffre d'affaires de 1140,7 milliards d'euros à 480,7 milliards d'euros en 2022. Ça a été divisé par 2 en 10 ans, à cause principalement du support physique. Bah oui, qui a plombé toutes les ventes, forcément, quand on fait moins 75%, ça plombe les moyennes au niveau des ventes et ça plombe tout. Malheureusement, c'est dommage, parce que franchement, le support physique a quand même beaucoup de qualité. Alors après, il y a quand même plusieurs facteurs qui ont contribué un petit peu à tout ça, cette perte de chiffre d'affaires, notamment en 2021, une année assez impactée par un manque de nouveautés. Et après mûre réflexion, c'est sans doute lié au début de production, elle-même impactée par la crise sanitaire, les confinements et fermetures des points de vente. Parce que oui, un film quand il sort en 2021, ça veut dire que derrière, par exemple, la production a peut-être commencé en 2020, le tournage a commencé en 2020, puis après en 2021, il y a eu, suivant les films DFX, ce genre de choses, colorimétrie, étalonnage des couleurs par exemple. Donc ça prend toujours un peu de temps, et en général quand on fait un film, on fait les choses bien, donc on a besoin vraiment de beaucoup de temps. C'est pour ça d'ailleurs que des films sont annoncés 2-3 ans à l'avance, et le temps qu'ils arrivent, il y a 3 ans qui s'écoulent, plus ou moins. Après, il faut faire la promo, il faut faire le marketing, il faut monter la bande-annonce, etc. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties en 2021, parce que 2020, beaucoup impacté par le Covid, les confinements, etc. Mais, bonne nouvelle, en 2002, on repart à la hausse, les amis, bien évidemment, avec une meilleure offre TVOD, programmation plus riche et porteuse en salle. Donc ça, c'est excellent, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que en 2022, 2020, 2021, là, c'était un petit peu le creux de la vague, et puis là c'est reparti, ça repart un petit peu, et donc c'est cool. L'industrie se remet en route tranquillement, on a encaissé un petit peu le Covid, et là l'industrie se remet en route, c'est sympa, ça annonce de belles choses pour la suite. Ensuite, donc en 2021-2022, on a eu aussi une très forte progression des investissements dans la création originale française. Alors ça, c'est très intéressant aussi, parce qu'il faut savoir que toutes les plateformes de streaming, Prime Video, Netflix et compagnie, depuis quelques années maintenant, elles ont obligation de réinvestir une partie du chiffre d'affaires dont elles bénéficient en proposant leurs offres en France. Elles ont obligation de le réinvestir dans des productions françaises, 100% françaises. Et c'est très intéressant pour les productions françaises, puisque ça fait vivre le cinéma français. On est passé à 341 millions d'euros contre 246 millions d'euros en 2021. Donc là, quand même, il y a un petit 100 millions en plus là dans les cagnottes, ça fait plaisir. Voilà. Et il faut savoir que les séries sont le premier genre en termes d'investissement, 47% du total entre 2018 et 2022. Waouh, alors ça c'est fou. Alors après, on va parler un petit peu aussi de la jeunesse, parce que j'ai noté que les 18-24 ans consomment de plus en plus de vidéos à la demande depuis 2018. Ça aussi, c'est très intéressant. Les jeunes consomment de plus en plus de Netflix, de vidéos à la demande, ADN, Crunchyroll, etc. Depuis 2018. Alors, depuis le troisième trimestre 2018, on était à plus 63% de progression, et au troisième trimestre 2022, on est passé à 81%. C'est ouf quand même. Donc les jeunes consomment de plus en plus de vidéos à la demande, c'est intéressant. Après aussi, peut-être qu'il y a de plus en plus de programmes qui font que la jeunesse, les 18-24 ans sont plus intéressés par ça. Et à savoir aussi que cette part de la consommation rejoint une tendance européenne. La France rattrape une sorte de certains retards au niveau de la consommation, puisque dans la tendance européenne, tous les jeunes des 18-24 ans, eux, ça y est, ils sont tous matrixés par la VOD, par la vidéo à la demande. Donc la France est un petit peu en retard, mais la jeunesse s'y met petit à petit. Enfin, il faut que j'arrête de dire la jeunesse. Mais les 18-24 ans s'y mettent petit à petit, et c'est pas mal, ça veut dire qu'ils s'intéressent quand même aux séries, au cinéma, tout ça. Mine de rien, c'est très bon pour la culture, moi j'encourage grandement ça, même si je suis pas fan forcément de tout. À savoir que le cinéma reste un socle puissant qui va jouer sur les ventes de TVOD et de support physique. Donc ça aussi, c'est une information que j'ai notée qui était très intéressante, puisque du cinéma, d'un film, d'une sortie cinéma, pour être plus précis, va se jouer l'avenir de la consommation sur les télévisions et le support physique. C'est-à-dire que si un film cartonne au cinéma,
ça va très fortement impacter la consommation depuis sa télévision, la télévision à la demande, tous les contenus de télévision à la demande et de support physique. Parce que passé un moment, il y avait beaucoup de polémiques et les gens disaient que oh ça y est, Netflix va tuer le cinéma français, Disney+ va tuer le cinéma français en faisant leur propre production, ce genre de choses. Bah là, je me suis aperçu que bah non, finalement le cinéma tient bon et malgré tous ces contenus déjà à disposition, bah, ils tenaient encore la route assez pour pouvoir influencer derrière la consommation des ménages depuis leur télévision et depuis un achat directement en magasin de support physique ou même sur internet après. Hein. Ça c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, même moi je le pratique un petit peu. J'ai pas le temps d'aller tout le temps au cinéma, puis j'ai pas le budget non plus pour aller tout le temps au cinéma regarder des films. Mais des fois, je me dis qu'un film que je n'ai pas eu le temps de voir au cinéma, bah, j'aimerais bien pouvoir le regarder chez moi. Donc effectivement, si le film est vraiment incroyable, top of the top, bah, je l'achète directement en physique. Après, c'est vrai que s'il est bien, mais juste à regarder comme ça, bah, je l'achète directement en dématérialisé, parce que moi j'achète beaucoup de contenu en dématérialisé, ça prend moins de place. Mais j'achète aussi pas mal en physique et voilà, ça prend un peu plus de place. Mais à savoir que le cinéma américain domine largement les ventes de films cinématographiques entre la TVOD et le support physique. Alors pour la TVOD, moi j'ai retenu 4 titres de films qui ont cartonné là pour 2022. Alors en TVOD, nous avons le number 1 Spider-Man No Way Home, voilà, qui est une production américaine. Ensuite en numéro 2, alors là incroyable, il y a eu Bac Nord qui est un film génial, qui est inspiré d'une histoire vraie, une production française qui est numéro 2 de la TVOD. En numéro 3, on a eu Dune, qui est sorti en 2021, qui est une production américaine. Et ensuite, en 10e position, alors je peux pas faire toutes les positions, sinon on ferait une vidéo, mais Les Tuches 4, qui est une production française, qui a eu son petit succès, voilà. Alors pour ce qui est des films qui ont beaucoup marché en vidéo physique, donc support physique, Blu-ray, DVD, etc., nous avons eu en numéro 1 Mourir peut attendre, donc une production anglaise et pas américaine. Ensuite en numéro 2, Spider-Man No Way Home, puisque ça suit un petit peu la consommation de la TVOD. Ensuite en numéro 3, nous avons eu Encanto, La Fantastique Famille Madrigal, donc production américaine, film Disney. Et en numéro 5, nous avons eu Les Baudins en Thaïlande, production française, la seule production française du truc. Alors je l'ai noté parce que bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un film français qui est dans le top 10 de la consommation de vidéos physiques, donc ça c'est cool. Après donc, point suivant, je vous avais noté aussi que depuis 2018, l'exclusivité de contenu devient de moins en moins choisie par les plateformes. Ça c'était aussi un fait très intéressant. C'est-à-dire que depuis la crise sanitaire, en fait, les plateformes ont voulu avoir des droits d'exploitation plus longs pour enrichir leur catalogue et le diversifier au maximum. Est-ce que ça va durer dans le temps ? On n'en sait rien, parce que bon, effectivement, comme il y avait le Covid, les confinements, etc., c'était un peu compliqué de sortir en extérieur et de faire un tournage avec 40 personnes sur un plateau avec un caméraman, un photographe, etc., les scénaristes et compagnie, et toute l'équipe. Donc c'est vrai que là, est-ce que les plateformes, elles se sont pas dit, comme on va peut-être moins produire, on va peut-être demander plus de droits, les garder le plus longtemps possible, le temps que la crise passe, et puis après, repartir tranquillement dans la production, hein, pourquoi pas. Point suivant, je vais vous donner le top 3 des plateformes de vidéo à la demande. Et là, vidéo à la demande, attention, ça comprend tout ce qui s'est passé entre janvier et septembre 2022 uniquement. On peut pas avoir, j'ai pas eu d'autres données, enfin le rapport donnait pas plus de données que ça. Donc du coup, le numéro 1 top plateforme de la vidéo à la demande en France, nous avons eu Orange VOD, qui a quand même 22,2% de part de marché. Ensuite, nous avons eu Canal VOD, avec 17,4% de part de marché, et RTTV, 14,7% de part de marché. Ensuite, la télévision reste le premier support de consommation de la vidéo à la demande, location et achat confondus. Ça c'est intéressant, la télévision elle est pas prête de s'éteindre pour le moment, bien au contraire, elle continue de survivre. Mais par contre c'est un peu vieillissant, cette consommation est un peu vieillissante. Croissance en net ralentissement chez les 18-24 ans, mais ça a été multiplié par 2 pour les 50 ans et plus. Après, sur quoi consomment les 18-24 ans ? Une tablette, peut-être même des téléphones, pourquoi pas ? Les smartphones, c'est tout à fait possible. Alors après, on va parler un petit peu des grosses plateformes. Alors au niveau de la croissance, il faut savoir que Netflix et Disney+ se stabilisent sur 2022. Ils ont pas mal progressé, toujours continué de grandir un petit peu, mais ça s'est stabilisé sur 2022. Voilà, quant à Prime Video, c'est plus ou moins la même chose.
Mais il y a une croissance, mais pareil, au ralenti. C'est-à-dire que Netflix et Disney+, ils sont sur les deux premières marches du podium. Ils sont un petit peu au coude à coude tous les deux tout en haut. Et Prime Video continue de grandir, mais lui est beaucoup plus bas en fait. Beaucoup plus bas. Et voilà, ça reste plus ou moins stable. Ça continue de grandir, mais ça reste quand même plus ou moins stable. Après, d'autres chiffres. Là, on retourne un petit peu dans les chiffres. Sur les catalogues. Parce que ça, c'est des chiffres, c'était quand même très 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 intéressant. Alors, catalogue, septembre 2022. Numéro 1. Il faut savoir que le catalogue numéro 1 au monde, c'est Netflix. Netflix possède plus de 6283 titres. What the fuck. Ensuite, en numéro 2, c'est Prime Video avec 4644 titres. Alors ça, c'est pas mal. Il y a quand même un gap de 2000 titres. Ah, on va pas se mentir que bon, Netflix c'est quand même un mastodonte, ils ont quand même pas mal de titres. Et en troisième position, sur la troisième marche du podium, nous avons MyCanal, Canal Plus Series, qui possède 3429 titres. Alors c'est pas mal, sachant que Canal fait une petite offre en ce moment avec Paramount Plus, qui est un nouveau service Netflix. Je sais plus exactement de quand date l'offre, mais en ce moment en tout cas il y a une petite offre comme ça qui circule, donc bon, Canal Plus et Netflix, ils font plus ou moins copains et ils ont plus ou moins, on va dire, tout le gros catalogue de films au monde. On va passer un petit peu à la consommation, entre les séries, le cinéma, jeunesse et autres. Au niveau de la consommation, le numéro 1, les gens consomment le plus de séries. En moyenne, 67,88% de part de marché. Allez, 68%. On arrondit, on est sympa. À ce jour, il y a 3800 séries de disponibles. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. En numéro 2, nous avons bien évidemment le cinéma, avec une moyenne de 22,58% de part de marché. C'est tellement faible, c'est ouf quand même. Les gens préfèrent regarder des séries plutôt que du cinéma. Après aussi, il faut dire que les séries ont changé. Dans les années 90-2000, les séries étaient, par exemple, je prends un exemple, Stargate SG1, c'était 24 épisodes qui composaient une seule saison, mais c'était 24 épisodes indépendants qui s'inscrivaient dans un fil rouge qui prenait les 24 épisodes de la saison en fait. Voilà, il y avait un fil rouge sur toute une saison, mais avec des petits épisodes indépendants. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, chaque épisode est relié à un autre. Alors forcément, avec l'effet Game of Thrones, je pense que c'est surtout l'effet Game of Thrones qui a fait que maintenant les séries, puis Netflix a compris le système. Hein. Maintenant, chaque épisode est lié comme un film en fait, mais découpé en plusieurs épisodes sur, je sais pas, une dizaine d'épisodes en moyenne. Maintenant, on est plus sur. En plus, on a perdu en nombre d'épisodes. C'est plus qualitatif. On est sur 10 épisodes bien construits correctement, plutôt que 24 épisodes un petit peu raccordés à l'arrache. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite en numéro 3, jeunesse et autres, mais bon, pas de données, vous faites le calcul, 67,88% moins 22,58%, et vous avez les pourcentages restants pour jeunesse et autres. Alors dans ces séries, Netflix reste toujours le grand gagnant, bien évidemment, hein, c'est lui le big boss au niveau des séries. Nous avons en numéro 1 Stranger Things, forcément. Ensuite, nous avons en numéro 2 la chronique des Bridgerton, GG à eux, hein, mais ça m'étonne pas, puisque c'est des superbes séries, en tout cas, j'ai lu un petit peu pas mal de commentaires et de résumés, donc c'est des super séries. Et ensuite, nous avons eu en numéro 3 Manifest. Alors là aussi, autre gros chiffre, le nombre de titres cinéma disponibles sur l'ensemble des plateformes atteint 9600 titres différents en 2022. Netflix, Prime Video et MyCanal offrent près des 3/4 de l'offre cinéma disponible en totalité. C'est incroyable. Et puis ça fait quand même plaisir qu'il y ait du MyCanal un petit peu dans les parages, parce que ça montre que nous les Français, on a un petit pied dedans, voilà. On est un petit peu les rois du cinéma, hein. Sans nous il n'y a pas de cinéma, donc ça fait plaisir quand même de voir que voilà, Canal arrive à se faufiler comme ça et à garder toujours un petit pied dans la course. Quant à Disney+, il a multiplié par 2 le volume de titres cinéma disponibles dans son catalogue depuis son lancement. Disney+ est arrivé un petit peu après tout le monde, donc c'est compliqué de... Il y a un retard, ils sont dessus, ils sont en train de bosser dessus, mais c'est un petit peu compliqué, eux ils pédalent un petit peu dans la choucroute de ce côté-là. Les films américains représentent près des 2/3 de la consommation de cinéma, et la part de marché des films français se situe chaque mois autour de 20% de la consommation. Alors ça c'est bien aussi, c'est bien et c'est pas bien, parce que bon, 20% de la consommation, c'est pas ouf au niveau pour le cinéma français, et ça veut dire que 80% du cinéma est consommé pour d'autres pays. C'est pas fifou quoi, c'est pas fifou. Après c'est compliqué, on produit aussi beaucoup moins de films. Ensuite, un nombre de séries TV originales, toutes nationalités confondues, multiplié par 4 en 5 ans, une croissance largement portée par Netflix, précurseur et leader de la création originale de séries, bien évidemment, oui. Le petit N rouge sur Netflix,
c'est eux. La création originale, tout ça, c'est eux. Stranger Things, mais les concurrents sont jamais bien loin. Voilà. Montée en puissance progressive de Prime Video, plus rapide chez Disney+. Donc Disney+, eux, ils ont mis la deuxième. Prime Video, ils sont encore sur la première. Ils se disent, ok, bon, nous, on va y aller, mais on va rester prudent. Par contre, Disney+, allez les gars, on met la cinquième, on appuie sur la pédale d'accélération et on donne tout ce qu'il y a à donner. Intéressant aussi, dans ce rapport, on a des données sur les profils de spectateurs pour les séries. Je vous ai dit, vraiment, c'est très 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 complet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai synthétisés pour vous, bien évidemment. Donc, il faut savoir que les femmes regardent donc majoritairement, voilà, à peu de choses près. Ça joue, par exemple, quand je dis majoritairement, ça joue, elles sont peut-être à 55% au niveau du battle avec la jante masculine. Ça joue vraiment à pas grand chose au niveau du pourcentage entre les hommes et les femmes. Voilà. Mais âgées entre 25 et 49 ans, et elles consomment le plus des séries FR, US, coréennes et espagnoles. Pour information, Netflix possédait fin 2022 231 millions d'abonnements dans le monde. Prime Video, plus de 200 millions d'abonnements dans le monde fin 2021. On n'a pas de chiffre sur 2022. Ils n'ont pas voulu les donner. Et Disney+ possède plus de 164 millions d'abonnements dans le monde au troisième trimestre 2022, dont 58,4 millions d'abonnés Disney+ Hotstar. Voilà, sûrement un nouveau service qu'ils ont lancé, je sais même pas ce que c'est, j'ai même pas regardé, faudra que je regarde à l'occasion. Voilà. Et nous en France, qu'est-ce que nous consommons le plus? Eh ben nous consommons principalement du Netflix. En première position, nous consommons du Netflix, en deuxième du Prime Video et en troisième du Disney+. Et ça, c'est le même schéma que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni. Aux États-Unis, c'est assez surprenant, mais c'est Netflix, Hulu et Prime Video. Et en Suède, complètement rien à voir. En premier, c'est Netflix, mais ensuite il y a Viaplay et HBO Max. HBO Max qui n'est pas encore sorti en France, mais qui devrait pas tarder à arriver. D'ailleurs, en parlant d'HBO Max qui devrait pas tarder à arriver en France, il faut savoir que sur le marché de la vidéo à la demande, il y a des nouveaux arrivants qui sont arrivés il y a pas longtemps, il y en a d'autres qui vont arriver, dont Paramount+, qui compte 43 millions d'abonnés dans le monde, alors ça fait pas beaucoup, ils existent quand même. Voilà, lancé en France le 1er décembre 2022. Ensuite, vous avez Universal+, qui a été lancé en France le 17 novembre 2022, un deuxième arrivant, en partenariat avec SFR. Paramount, eux, ils sont en un partenariat, ils ont un accord avec le groupe Canal+, pour être inclus dans les offres Canal. Donc après, à voir ce que ça peut donner. Universal+, voilà, qui sont en partenariat avec SFR. Donc bon, ils arrivent, mais ils essaient de se placer avec un géant, histoire de se faire une petite place, parce que bon, Netflix, ils ont tout pris. Voilà, et ensuite, nous avons HBO Max, dont je vous en parlais juste à l'instant, qui a été lancé aux États-Unis en mai 2020 et dans plusieurs pays dans le monde. En France, il y a déjà une partie du contenu qui est disponible sur Prime Video, notamment la série The Last of Us. J'avais fait la review de l'épisode, la petite fiche qui va s'afficher par là. Voilà. Bon, ça fait quand même pas mal d'informations. On a appris quand même 2-3 trucs vraiment intéressants. Allez, conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de tout ça? Alors, si on doit retenir quand même, pour résumer un petit peu tout ce qui vient d'être dit. J'ai bien dit pour résumer, on va essayer, parce que pas mal d'informations. J'ai vraiment glané pas mal d'informations. Il faut quand même avouer que le marché de la vidéo est toujours porté par la vidéo à la demande par abonnement. Voilà. Alors ça, c'est quand même un point très positif. Les gens consomment toujours autant de streaming légal bien évidemment, Netflix et compagnie. 1,7 milliard d'euros et 78% de part de marché, malgré le fait qu'il y ait quand même une croissance plus faible en 2022. Donc c'est-à-dire que ça ralentit, mais bon, quasiment 80% de part de marché, c'est énorme. Et donc ça reste quand même très positif. Le cinéma, ou en tout cas le cinéma, peut-être pas tout ce qui est cinéma, mais pas forcément dans un cinéma, on peut regarder sur une tablette, sur une télévision, ailleurs qu'au cinéma, rapporte toujours un petit peu d'argent. Donc le format en lui-même, un film ou une série, n'est pas prêt de s'éteindre pour le moment. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc le cinéma reste aussi toujours un socle très important quant à la longévité des films cinématographiques de manière générale. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde disait que Netflix va tuer le cinéma, etc. Disney+ va tuer le cinéma. En fait, rien du tout. Voilà, le cinéma continue de jouer un rôle très important là-dedans, et ça, c'est quand même très intéressant. Après, bon, premier signe de ralentissement pour le marché de la vente de la vidéo à la demande par abonnement. Donc Netflix, Prime Video, tout ça, ça commence à s'essouffler. On est sur des ralentissements, malgré le fait en plus qu'on soit sorti du Covid, qu'il y a eu. Alors après aussi le fait qu'il y ait eu les confinements avec la crise sanitaire fait que les gens sont peut-être restés confinés chez eux, donc ils ont peut-être plus consommé. On a une accélération de la consommation, et là, évidemment, tout le monde reprend le travail normal, entre guillemets. Fin du télétravail dans la plupart des cas. Du coup, les gens, ils sont plus chez eux, donc ils consomment beaucoup moins. D'où peut-être le fait que ça ralentisse un petit peu. C'est des suppositions, moi j'y connais. Enfin, je prétends pas avoir la science infuse non plus, mais ça pourrait être
des raisons valables. Et aussi, des nouveaux arrivants qui arrivent, Netflix et Prime Video et Disney Plus et compagnie sont toujours concurrencés par des nouveaux acteurs qui tentent de se faire une place aussi. Bah oui, forcément, Netflix était le number one, au commencement il était tout seul, donc c'est lui qui raflait tout, il était tout seul sur le marché, et là il commence à y avoir pas mal de concurrence et ça commence à devenir compliqué. Il y a des studios qui essayent de lancer leur propre plateforme parce qu'eux-mêmes ont produit des films durant les 20-30 dernières années, ils essayent de promouvoir un petit peu tout ça à travers leur plateforme pour que l'argent revienne à eux, et peut-être pas forcément à Netflix qui va acheter des droits, etc., qui va faire plus, ça va être plus ou moins comme une sorte de sous-traitance. Donc des nouveaux acteurs qui viennent changer un petit peu la composition du marché de la VOD en France. De manière globale. Alors sans compter qu'on a parlé de Paramount+, tout ça, mais il y a aussi des plateformes vidéo qui essayent de mettre en place des abonnements payants, à l'instar par exemple de YouTube, qui essayent de faire payer leur plateforme pour que les gens aient par exemple plus de pubs sur tout leur contenu. Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle la VOD. Et donc ça aussi, c'est quelque chose aussi qui va jouer aussi pas mal. Moi personnellement, je consomme énormément de YouTube, beaucoup plus de YouTube que de Netflix, que de Disney+, et que de séries et de films sur toutes les autres plateformes. C'est limite occasionnel sur les autres plateformes. Parce que sur YouTube, j'aime bien, on a des reportages, il y a Arte qui publie de très bons documentaires. Après, moi, je m'intéresse beaucoup à l'actualité, donc il y a énormément de contenu là-dessus. Donc YouTube aussi a sa part à jouer, quoi. Donc c'est très difficile, et on s'aperçoit au final qu'en fait tout cet écosystème commence vraiment à rentrer dans une concurrence de plus en plus rude. Et là ça va être très 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 tendu. Donc après, à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais là en tout cas, on a quand même un état des lieux qui est quand même assez intéressant, et on voit un petit peu qui fait quoi, qui est où, à quelle hauteur, quelle est la puissance de certaines plateformes par rapport à d'autres, combien elles gagnent, combien elles réinvestissent. Enfin, moi j'ai trouvé en tout cas que voilà, tout ça, ce rapport, c'était vraiment très 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 intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Désolé par avance si cette vidéo était un peu longue, mais j'avais vraiment pris plein d'informations et je voulais vraiment vous les partager. Voilà, alors je vous mets le rapport et le site du CNC bien évidemment en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, voilà, si ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour dire si j'ai dit des bêtises, par exemple, voilà, ou si vous voulez aussi commenter un petit peu tout ça, vous avez le droit de... Votre voix compte aussi, moi je lis absolument tous les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite un bon petit dimanche, et puis on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, c'était votre bon vieux Carcasse pour la Carcasse TV. On se retrouve dimanche prochain. Ciao ciao, bye bye. Tchuss.